2023 a été une plutôt bonne année pour la Japanimation et on se retrouve pour mon top 10 des animés que j'ai préférés cette année. Avant tout, dans ce top, je ne vais pas parler des suites ou des saisons 2 de séries déjà existantes. Ce top se concentre donc sur les nouvelles licences que j'ai aimées cette année et ça commence avec le top 10. En top 10, on retrouve Camille et Rabbi Code Point. Un animé pour le coup assez particulier qui va pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai bien aimé. En tout cas, on retrouve à ce stade des personnes plutôt connues dans le milieu. Au plan original de la série, on a Yoko Taro qui est notamment derrière la licence de jeux vidéo Nier. En directeur, on a Hiroyuki Sejita qui est derrière l'anime Aljin. Et au Karadia, on a Atsushi Okubo qui est notamment derrière Soul Eater et Fire Force. Et globalement, de quoi parle cette série? Et bah, c'est un battle royale pour devenir dieu, un peu à la Platinum End dans l'idée, mais qui concrètement cette dernière va pas se concentrer vraiment sur le battle royale en lui-même. Je veux dire par là qu'il va pas avoir spécialement des morts qui vont s'enchaîner, etc. Parce que oui, ils vont y en avoir, mais certains vont revivre, d'autres vont vraiment mourir. C'est plus particulier qu'un Battle Royale vraiment où on suit vraiment tout ce qui se passe, vraiment un mort par un mort, etc. C'est plus un groupe qui va rester au final et qu'on va découvrir à chaque combat. Certains vont mourir, d'autres vont rester. Mais globalement, on va avoir un ennemi qui va se dévoiler. Et en dehors de ce Battle Royale, ce qu'on parle, c'est vraiment de la personne de chaque personnage. On a Ono, notre protagoniste, qui a un pouvoir qui est le livre sacré du fou. Vraiment le nom en français me tabasse. Mais dans l'idée, chacune de ces situations va avoir une conséquence. Et cette conséquence est souvent assez grave parce qu'il perd un sens. Au début, c'est beaucoup plus psychologique que physique en fait, mais après ça devient physique. Et en fait, on ne sait pas jusqu'où vont aller ses limites, mais il est prêt à tout pour que les autres vivent, en fait, les autres participants. En fait, c'est quelqu'un de plutôt généreux, Ono. Il est prêt à se sacrifier pour les autres, mais malgré tout, il va devoir commettre des choses qu'il ne veut pas. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, et c'est ce qui pose le plus problème aux gens, c'est l'utilisation de la CGI. La CGI dans cet animé est présente un peu tout le temps. Globalement, c'est comme du Death Note, quoi. Je veux dire, techniquement, il y a 100% de CGI pour les personnages, en gros, globalement. Sauf que contrairement à Death Note, c'est beaucoup mieux, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur la direction artistique, sur la lumière notamment, dans certaines scènes qui fonctionnent très bien, je trouve. Et globalement, le chara-design de la série fonctionne bien avec ce qu'il raconte, et la CGI aussi. Je trouve vraiment que les scènes d'action, les scènes de tension marchent très bien, et je trouve que la CGI est très bien utilisée pour ça. Après, je peux comprendre que ça soit un peu plus gênant pour les scènes beaucoup plus calmes, mais d'un autre côté, je trouve que c'est un petit côté un peu mémique qui me gêne pas tant que ça en fait. Je trouve que ça fonctionne bien, et j'ai beaucoup aimé que ce soit les personnages en fait, tout simplement. J'aime beaucoup le personnage de Chikanojima notamment, il y a une histoire plutôt intéressante. En fait, les passés des personnages sont souvent très intéressants et expliquent un peu pourquoi ils sont là notamment. Et voilà vraiment ce que je peux dire sur la série. Je peux pas vous en dire plus sans trop vous spoiler. Je vous conseille, si le synopsis vous intéresse et le trailer vous donne envie, de tester l'animé, mais c'est clairement pas pour tout le monde, et c'est pour ça que je le mets que en 10ème position aussi, c'est qu'il y a quand même quelques défauts qui font qu'il peut pas être plus haut. Mais franchement, le tout début et globalement la suite de la série, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et c'est bonne surprise parce que globalement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre devant cette série, et vraiment, j'ai plutôt apprécié. On passe désormais au top 9 avec Kaina. Kaina qui est aussi une série globalement en full CGI, mais cette fois-ci qui a pas du tout la même ambition. Je veux dire par là qu'on se rapproche plus d'un style à la Nausicaa. Et du coup, ouais, cet animé du studio Polygon Picture, franchement, brille par tout ce qu'il montre, mais pas spécialement grâce à sa CGI. La CGI globalement de l'animé est pas super. Je veux dire par là qu'elle est vraiment visible et il n'y a pas beaucoup d'efforts dessus. Mais pour autant, c'est pas trop un problème parce que vraiment les décors de cet animé sont vraiment magnifiques. C'est trop bien les décors. C'est vraiment le point fort de cette série, avec l'ambiance musicale et du scénario en fait tout simplement qui est rajouté à ça. On a vraiment l'impression de vivre un périple en fait, avec Kaina qui va donc descendre de la canopée, qui est donc le haut du monde dans ce monde, et va descendre en bas dans le royaume de la mer Blanche, avec Reria qui est une reine de la mer Blanche qui a été montée à la canopée globalement. Et c'est vraiment
un parcours initiatique, je dirais, dans tous les sens du terme. Et c'est vraiment une licence que je vous conseille pour le coup. On peut ne pas apprécier à 100% la qualité visuelle de l'anime, mais je pense qu'on se plonge tous dedans si on rentre dedans. Concrètement, pour moi, ça n'a rien envie à Nausicaa, et je compare beaucoup à Nausicaa parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui s'en rapprochent, mais c'est pas la même chose. Ça apporte vraiment sa petite touche à lui, sa petite touche moderne au final, globalement. Il y a aussi un film qui est sorti, qui est donc un peu la suite de la série, et voilà, je vous laisse vraiment découvrir pour le coup Kaina, c'est quelque chose qu'il faut vivre, et pas quelque chose qu'il faut spécialement raconter je pense, donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir Kaina, c'est une bonne surprise, et c'est pour ça que je l'ai mis en top 9 de mes animés 2023. On va passer maintenant au top 8 avec The Masterful Cat Is Depressed Again Today. Master Cat, comme je l'appelle, est un animé du studio Goens, et on peut le dire, c'est incroyable. Parce qu'en fait, Goen, c'est un studio qui, je trouve, se cherche en fait dans sa direction artistique, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, il tente beaucoup de choses visuellement, et des fois ça passe pas, mais là, franchement, ça passe extrêmement bien. Je sais pas si c'est la meilleure adaptation du studio Goen, mais en tout cas, c'est la meilleure que j'ai vue de mon côté, et franchement, c'est trop bien. On raconte tout simplement l'histoire de Saku, qui est une salary woman, qui vit avec Yukichi, un chat géant. Un chat géant qui est devenu géant, en fait, tout simplement pour s'occuper d'elle, parce que c'est une salarywoman vraiment overbookée. Il lui prépare à manger, il fait le ménage, il fait tout comme un vrai humain. Sauf que, bah, évidemment, Saku, elle adore Yukichi, mais elle veut pas trop que les gens sachent qu'il existe, parce que bon, c'est un chat géant, personne sait que les chats géants existent, globalement. Et donc, bah, c'est très marrant au niveau de ça, parce qu'en fait, on va avoir un slice of life un peu épisodique, mais en fait, on va quand même avoir en fait les habitants qui sont proches de Yukichi, qui vont le connaître. On va avoir une vieille dame qui est juste à côté, qui le connaît, discute avec lui, elle se pose pas trop de questions. Lui, de son côté, il va aller à Supérette juste à côté, et il va être un peu l'événement, un peu réseaux sociaux on va dire de ce, de ce combini on va dire globalement, parce que bah c'est un chat géant, et les gens croient que c'est un mec en cosplay en fait globalement, et il parle pas, mais du coup il fait comme si il était dans le personnage, parce que bah, il parle pas vraiment, Yukichi, il parle dans sa tête. Ça reste un chat dans l'idée, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il mange comme un chat, il ronronne, sauf qu'il est géant, donc ça passe pas du tout pareil. Mais voilà, c'est très marrant, c'est vraiment dans le côté slice of life parfait, vraiment, chaque épisode on est dedans, et on a envie que ça s'arrête jamais, genre, c'est vraiment une licence qui pourrait continuer 100 tomes, un peu à la Spy Family, sans qu'on s'ennuie je trouve, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le thème du chat déjà, et sur le thème de la salary woman overbookée, et puis même en fait les gens, globalement dans cette série, tous les personnages secondaires sont super sympas, et t'as envie de connaître un peu plus. Et donc voilà, en fait, on va avoir des discussions entre les collègues de Saku qui vont poser des questions sur le sale de Shaku. On va avoir Yukichi qui a participé à des activités avec le voisinage. C'est très lunaire comme animé en fait, tout simplement. Genre vraiment, c'est la lunarité parce que les gens se rendent pas compte que c'est vraiment un chat. Et lui, il se pose pas de questions à sortir comme ça, vraiment, dans le coin, parce que il est habitué à faire ça. Et aussi, on va voir durant toute cette saison 1 le flashback de Yukichi de quand il était petit et quand il a rencontré Saku. Et ça, je trouvais ça hyper impactant émotionnellement. Je trouvais que leur raconte était super unique. Et je trouve que c'est vraiment un point fort de la série dans cette saison 1. Alors évidemment, une fois que c'est raconté, on peut le raconter plusieurs fois, donc voilà, maintenant c'est fait. Dans la suite des séries, il n'y aura pas ça. Mais je trouve que pour la saison 1, je sais pas s'il y aura une saison 2, parce que franchement ça donne envie d'aller voir la suite, mais je sais pas si ça a eu un succès assez retentissant pour que ça continue. Ça semble un peu fait un peu à l'anime promotionnel, en mode c'est la saison 1, dit le manga parce qu'il n'y aura pas la suite. Mais d'un côté, j'ai trop envie de voir l'anime, j'ai trop envie de voir la saison 2, j'ai trop envie de voir ce que peut faire Gwen sur une production comme ça par la suite, parce que franchement c'est incroyable. Et si vous aimez les slice of life, vous aimerez. Il n'y a pas de raison à se poser, il n'y a pas de est-ce que j'aime bien le synopsis, etc. Si vous aimez le slice of life sur Potazame, si vous aimez un peu même, je pense, le Iyashiki, alors c'est pas vraiment un Iyashiki, mais ça s'en rapproche, je trouve, dans le sens où il se passe pas grand chose, c'est pas un truc avec 50 000 rebondissements. Mais c'est vraiment quelque chose de chill à regarder, épisode par épisode. C'est pas un truc à enchaîner, c'est un truc vraiment, tu regardes épisode par épisode et tu aimes. Et je pense que c'est aussi un anime qui vous fera aimer, je pense, les propositions du Goens, parce que ça reste globalement quand même assez naturel. Ça reste un peu particulier dans l'épisode 1 parce que c'est là où il tente le plus de choses en général, Goens. Mais à part ça, franchement, c'est plutôt clean, vraiment l'animation est plutôt classique. Et quand ça tente quelques petites choses, c'est plutôt réussi. Donc voilà, c'est vraiment le Goens dans toute sa réussite cet animé, et voilà, je peux que vous conseiller The Masterful Cat Is Depressed Again Today, c'est vraiment une pépite à ne pas louper cette année. On continue
avec la 7ème classe avec Under Ninja, un anime du studio Tezuka Productions provenant du manga de Kengo Hanazawa, qui est le mangaka derrière I Am a Hero. Et donc cet anime, c'était l'anime que j'attendais le plus de 2023, parce que en fait, j'avais pas spécialement d'attente cette année, et je sais pas pourquoi cet anime, avant les trailers, me hypait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait une petite ambiance dans le manga, je pense que dans l'anime aurait pu être super intéressante, avec les visuels que j'avais évidemment, et je sais pas, j'attendais beaucoup cet anime. Après, j'ai vu le trailer, c'était à moitié la bouche froide parce que on avait vraiment des plans CGI ignobles. Mais d'un autre côté, la musique d'opening avait l'air incroyable et les plans 2D avaient l'air plutôt sympathiques. Et au final, c'était une très bonne surprise du coup parce que les plans CGI correspondent à 0,01% de l'anime, c'est vraiment juste l'introduction. En fait, globalement, le premier trailer représentait que l'épisode 1, et ses pires aspects, je trouve. C'était vraiment pas un bon trailer. Et du coup, c'est une série qui, globalement, a pas l'animation du siècle, mais fonctionne par son histoire et par quelques petits moments comme un animé. Globalement, on suit Kumo Gakure Kuro, qui est un hit et un ninja, qui, après avoir été longtemps sans travail, reçoit une commande des plus hauts gradés. Ça, c'est pour le résumer vraiment basique, mais dans l'idée, on va suivre en fait plusieurs ninjas. En fait, les ninjas sont dans le Japon un peu une association un peu secrète qui agissent un peu dans l'ombre, chacun de leur côté, et on va avoir vraiment plusieurs ninjas qui vont se dévoiler et qui ont tous leurs particularités, et ça fonctionne super bien. L'humour de cette série est incroyable, je trouve. Il est super bien placé en fait tout au long de la série. Pareil pour les rebondissements, ne vous fiez pas à l'apparence des personnages, c'est tout ce qu'on peut dire, je pense. Vraiment, ça me fume certains rebondissements de cette série. Et globalement, c'est ça, c'est un animé qui fonctionne très bien au niveau de l'humour, qui a une histoire assez profonde autour du thème des ninjas. Et sinon, ça va se passer en fait dans un genre school life en fait. Kuro va globalement retourner à l'école pour sa mission. Et en fait, autour de tout ça, c'est qu'en fait, les ninjas aussi vont s'inspirer de la modernité. C'est-à-dire qu'on va avoir l'utilisation de drones, un peu d'une cape magique, je sais pas comment dire. C'est plutôt un vêtement qui fait qu'ils vont être invisibles, globalement pour pas tuer les gens quand il faut, quoi. Et quand il faut pas, parce qu'évidemment, on va avoir un espèce d'assassin qui va massacrer globalement une école. Et on va essayer de l'arrêter évidemment, avec des gadgets très particuliers pour certains. On va avoir des sortes de mechas notamment. Et voilà, donc c'est un arc un peu sérieux qui se déroule vers la fin de la saison. Et voilà, globalement, ce qui est très important aussi dans cet anime, c'est le voisinage de Kuro, qui est vraiment très important et très marrant. Pareil, je peux pas trop vous en dire plus sans trop vous spoiler, mais ça fonctionne très bien en animé. Et je pense que c'est vraiment un anime qui donne envie de voir le manga, mais de la bonne façon. C'est pas non plus comme un Tokyo Revenger où l'anime est pourri, et du coup les gens se ruent vers le manga. Là, c'est vraiment l'anime est satisfaisant, mais on sent que le manga peut raconter ça d'une façon meilleure en termes de planches. Et la narration, en fait très manga. Genre, en fait, c'est très posé comme animé, genre, il y a beaucoup de scènes où ça parle, il y a quelques scènes d'action qui peuvent être sublimées en manga, mais je veux dire, c'est pas l'anime du siècle, honnêtement, mais ça me donne envie de voir la manga, et c'est le point positif d'un animé en général quand ça arrive à faire ça. Donc c'est cool, et c'est vraiment une bonne surprise, parce que c'est un animé que j'attendais énormément, peut-être un peu plus haut au début, mais finalement, avec le trailer, je l'attendais beaucoup plus bas. Et finalement, c'est très haut niveau parce que ça arrive à la 7ème place de mon top de cette année. Et donc on va rentrer dans mon top 10 de cette année qui est pour le coup consacré à des animés plutôt connus. Mais il en reste un que je pense vous connaissez pas forcément et que vous pouvez aimer, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin des vidéos parce que globalement c'est ma surprise je pense de cette année. En 6ème position, on retrouve Pluto, je pensais pas le mettre aussi bas finalement. En tout cas, c'est un anime du studio M2 qui est vraiment l'une des plus grosses productions de cette année parce que c'est un anime qui est attendu depuis des années, vraiment des années. C'est vraiment pas une blague, c'est limite 10 ans pour produire cet anime. On sait pas si c'était produit à fond tout le temps, mais en tout cas, c'était assez compliqué dans le studio. Ça a été à moitié annulé puis repris, un peu grâce à Netflix au final. Globalement, on suit l'histoire de Astro Boy, le robot le plus fort du monde, réadapté par Naoki Urasawa, qui est un mangaka de légende. Et c'est globalement connu pour être l'œuvre la moins aimée de Naoki Urasawa, qui a que des masterclass, on rappelle, dont son actif. Donc c'est moins aimé, mais ça reste une très bonne série. C'est juste que globalement, je pense que c'est la fin qui a divisé. Notamment pour ma part, je la trouve pas très impactante en fait, cette fin. Je la trouve bien, mais pas impactante. Et c'est dommage pour un anime d'enquête qui, globalement, visuellement, est incroyable du début à la fin. On n'est pas non plus au summum, mais on est au très haut niveau de l'animation réaliste avec cet animé en fait. Déjà le style de Urasawa est assez réaliste,
mais là ils ont vraiment, avec les mouvements notamment, fait quelque chose de très intéressant. Pareil pour la lumière, c'est vraiment trop bien. Les décors sont super sympas, l'animation est bonne dans les combats et très bon dans les discussions, etc. Et c'est un bon animé d'enquête aussi, donc vraiment ça correspond à tout ce qui peut être un best-seller, quoi, sauf que, vous voyez cette fin qui fait qu'en fait, la fin de l'animé est un peu prévisible, un peu à l'avance, je trouve, mais pas de la bonne façon. J'ai l'exemple en tête d'une série qui, je vais pas vous dire non parce que je veux pas trop vous spoiler, c'est un peu compliqué à expliquer surtout, mais cette fin d'animé m'avait retourné le cerveau quelques secondes avant le révèlement, et j'avais compris tout ce qui s'était passé depuis le début de la licence, qui se déroulait en plusieurs saisons. Vraiment, tout depuis le début était un peu hasardeux, au début on pensait, et au final, tout se regroupait si bien à la fin de cette saison, que franchement je pense que c'est la fin qui m'a le plus marqué l'histoire, et c'est pour moi l'animé d'enquête, même si c'est pas vraiment une enquête au final, plus particulier que ça, qui m'a le plus marqué. Quand je vois plutôt à côté sa fin, je la trouve mauvaise limite. Vraiment, j'ai sûrement un standard beaucoup trop haut, mais depuis que j'ai vu ça, les animés d'enquête, faut vraiment que la fin soit très bien pour que ça me marque, et c'est pas le cas de Pluto. Bien sûr, on dirait que je suis hyper négatif sur Pluto, mais c'est un super animé. Les thèmes que ça raconte sont très bien développés, pareil pour les personnages, vraiment chaque personnage est unique. C'est juste cette fin qui... elle est bien, mais il y a un petit truc qui fait que... c'est en 6ème place, quoi. Parce que les autres animés que je vais citer plus haut ont chacun leurs petits défauts, hein. Ils ont même plus que Pluto, je trouve. Mais cette fin est pour moi un plus gros défaut que le reste. Et elle est pas mauvaise encore une fois, elle est bien. Mais par rapport à tout le reste, c'est un peu décevant en fait. T'as 8 épisodes d'une heure de très bon niveau, t'as cette fin qui, plus j'avance dans le temps, moins me plaît en fait. Donc ça se trouve c'est peut-être une mauvaise fin au final, parce que vraiment elle me reste dans la tête de la mauvaise façon quoi. Après je dis ça mais j'ai pas d'idée spéciale de ce qu'aurait pu être la fin de Pluto. Mais je pense que peut-être que globalement ça aurait pu être surtout tourner autrement en fait. C'est ça le truc, c'est que ça peut tourner autrement. Il y a des choses satisfaisantes dans cette fin qui montrent qu'il y avait de l'idée, mais peut-être le problème c'était le support d'origine quoi, qui était un peu daté aussi, faut le dire, qui date de plusieurs décennies, qui peut-être plaisait à l'époque, mais peut-être plus maintenant aussi. Ça peut être remis à jour, tu peux pas trop changer les détails, je sais pas ce qui a été gardé ou pas dans la fin originale, mais c'est peut-être le support d'origine le problème. Peut-être Tezuka le problème. La phrase de fou, le mec a révolutionné le manga et les animés, mais je veux dire ça. Le problème de Pluto, c'est Tezuka. On s'arrêtera sur cette phrase choc, mais globalement, allez voir Pluto. C'est trop bien. Du début à la presque fin. Rien que pour la production, c'est vraiment un must-have. Et surtout pour le personnage de Julan, qui est pour moi le plus marquant au final, même si c'est un personnage un peu plus secondaire. Celui qui m'a le plus marqué, avec évidemment la première histoire qui, je pense, a marqué beaucoup de gens. Et maintenant, on va passer au top 5 de cette année avec Oshinoko. Je pensais vraiment pas le mettre ici. Je pensais vraiment le mettre là parce que c'était un manga écrit par Aka Akasaka, qui a fait Kaguya-sama, qui est une bonne série, mais j'étais pas hype quoi. Je me disais, Kaguya-sama, je trouve que les gens en font beaucoup trop pour ce que c'est une très bonne série, évidemment. Mais les gens le placent à un endroit que moi je le placerais pas. Et je trouvais qu'ils avaient beaucoup trop le début du manga, donc je me disais mais pourquoi? J'allais vraiment à reculons à cet anime en fait, tout simplement. Au final, cet anime m'a fermé mon clapet. Cet anime a commencé avec un épisode 1 qui, je trouve, était particulier au début. Vraiment, les 30 premières minutes, j'ai eu du mal avec Oshinoko. Mais l'heure qui suit, lorsqu'on rentre vraiment dans le monde de l'acting, j'ai trouvé ça sublime. Et toute la saison 1 est vraiment pareil à ce niveau-là. Donc cet anime de Dogakobo parle du thème des idols en général, vraiment l'industrie des idols. C'est ça qui m'intéresse grandement dans cet animé. Je trouve que ça prend quelques petits trucs, ça prend pas grand chose, mais je trouve que c'est très intéressant dans la psychologie en fait des personnages, que ce soit les acteurs, les producteurs, les réalisateurs ou même les spectateurs en fait, des séries, des films, des musiques. On va vraiment avoir tout ce qui concerne ces milieux-là, et je trouve ça super intéressant. Entremêlé à une histoire de vengeance, parce qu'en fait on suit tout simplement le docteur Goro, qui était un fan de Ayoshino, qui s'est réincarné dans les enfants de Ayoshino, est devenu lui Aquamarine, qui est vraiment le péché un peu ténébreux, mais le péché un peu ténébreux qui cache vraiment une vengeance au point de vouloir tuer la personne qui a tué Ayoshino. Mais voilà, il y a cette petite enquête un peu vengeance qui, je trouve, permet de cibler un public qui n'aurait pas ciblé à la base.
C'est pas ce qui m'a marqué moi personnellement le plus de Oshinoko, c'est vraiment l'univers d'Idol qui est super intéressant. Je trouve que ça raconte un peu des banalités des fois quand on parle de certains thèmes comme tout ce qui est youtubeur, etc. Mais d'un autre côté, tu vas pas non plus être expert dans tous les domaines. Et Akakasaka a l'air quand même de s'être intéressé à beaucoup de domaines pour écrire Oshinoko. Et rien que pour ça, vraiment bravo. Je sais pas comment il a fait, c'est un peu comme Food Wars, sauf que Food Wars c'était sur un seul thème. C'était expérimenté à fond, mais c'était un seul thème. Là, c'est vraiment comme les acteurs, les chanteurs, les youtubeurs, les spectateurs. On a tout cet aspect moderne avec les réseaux sociaux et tout le bien et le mal que ça engendre. Et voilà, je trouve que c'est un peu un ovni dans son genre parce que des animés qui veulent parler aussi librement aussi de ce domaine, je sais pas si c'est trop possible en animé à cette échelle-là en fait, tout simplement. C'est aussi peut-être pour ça que c'est un peu minimisé parce que c'est quand même l'animé un peu globalement de l'année 2023 quoi. Et parler de thèmes aussi profonds, peut-être que s'ils en parlent trop profond, ils pourraient avoir des problèmes avec les personnes au gradé, je me dis aussi. Donc je trouve que c'est très bien parce que ça fait son job en fait tout simplement dans ce domaine-là. Et globalement au niveau de la production c'est pareil, c'est très bien. On a des scènes magnifiques lors des danses et des chants qui franchement donnent une nouvelle DA à l'animé qui est déjà très beau. Franchement le chara design est super. Un peu particulier les yeux des protas quand même, mais ça fait partie de l'histoire et c'est pas non plus très gênant. Vraiment c'est une super saison 1, la saison 2 a déjà été annoncée, on ne sait pas quand ça va sortir, mais ça va sortir. Et j'ai la chance de pas m'être fait spoiler plus que un peu le tome 1 / épisode 1. J'espère franchement ne pas me faire spoiler la suite parce que pour le coup ça a l'air d'être assez important à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment ce qu'on peut dire sur Oshinoko, c'est vraiment une grosse surprise pour moi. C'est pas ma plus grosse surprise d'année, elle va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Mais c'est ma plus grosse surprise dans le sens où je pensais vraiment pas aimer. Donc franchement bravo, parce que super taf. On va passer maintenant à mon top 4 avec Tengoku Daimakyo. Tengoku Daimakyo pour le coup c'est un anime que j'attendais énormément. J'avais vu les trailers, j'avais vu la direction artistique de l'affiche, j'avais vu aussi le visuel du manga, qui était un manga vraiment apprécié, j'avais vu le thème post-apo qui est un de mes genres préférés, et j'ai vu le synopsis aussi qui me plaisait énormément. Tout ça me donnait extrêmement envie d'aller voir l'anime. Un anime du studio Production IG, donc qui raconte l'histoire de Kiruko et Maru, qui sont à l'extérieur, dans un monde post-apo, et ils sont à la recherche du paradis, qui est globalement Terre à la The Promised Neverland. Globalement c'est ça ce qui se passe. Donc on va avoir un double récit en fait, on va avoir les personnes qui sont dans le paradis, et les personnes qui en sont à l'extérieur. On ne connaît pas la temporalité des deux, donc c'est aussi important à savoir. On ne sait pas si au final le paradis existe encore, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé aussi avant ce monde post-apo, c'est très particulier. Donc on se fait Kiruko et Maru se balader entre les villes et rentrer un peu dans ces villes désaffectées à la recherche de ce monde du paradis. Ils vont avoir quelquefois des indices, mais c'est quand même très compliqué. Et entre temps, ils vont devoir aussi survivre aux différentes attaques qu'il va y avoir dans les villes, etc. On a des thèmes forts également qui sont évoqués. Il y a aussi un peu des sortes de transformations, parce que le paradis a un endroit un peu secret, un peu bizarre. Globalement, le monde du paradis, ça rappelle évidemment beaucoup Promised Neverland. Et je trouve, personnellement, vu que j'ai pas trop apprécié Promised Neverland, que j'ai préféré ce monde en lui-même. Je le trouve beaucoup plus vivant. Vivant dans le sens des relations entre les personnages, et un peu leur côté un peu foilier, qui s'explique en fait tout simplement par l'endroit où ils vivent en fait, qui est vraiment très spécial. On va aussi avoir le thème un peu PG-18, donc tout ce qui est en rapport avec le sexe, qui va être vraiment beaucoup développé dans cette saison 1. Ça a vraiment une importance pour l'histoire en fait, parce qu'on va vraiment avoir la découverte du corps tout simplement, des deux côtés. Je ne vais pas vous en dire plus trop sans vous spoiler, mais ça a vraiment une importance capitale dans l'histoire je pense. En tout cas dans saison 1 déjà un petit peu, mais au vu du point à quel point c'est traité, je pense que c'est aussi l'importance sur ce qui s'est passé. Peut-être même en lien avec la post-apo, je sais pas. En tout cas c'est très important dans l'histoire et c'est plutôt bien géré. Les événements sont des fois un peu bizarres, mais ça reste super intéressant je trouve, et assez inédit je trouve dans les animés manga post-apo de raconter à ce point ce thème. Donc il y a cette importance là à noter. Et globalement la production est magnifique. Et je vais notamment citer l'épisode 10 de Tengoku qui a été réalisé par Kai Ikarashi, qui avait notamment fait l'épisode 6 de Cyberpunk. Alors, j'ai pas regardé, mais je sais que c'est, à ce qui paraît, la masterclass visuelle de Cyberpunk. Et bah, c'est aussi la masterclass visuelle de Tengoku Daimakyo, pour le coup. Donc vraiment, très bon réal d'épisode en tout cas. Et vraiment, il y a une petite saveur assez unique, l'épisode 10 de Tengoku Daimakyo. Mais globalement, je dis ça alors que tous les épisodes vraiment sont incroyables. Le style
de cet animé est trop bien. Vraiment, c'est la production, je pense, qui m'a le plus marqué de cette année. Et enfin, dernier petit truc, c'est évidemment la musique de Kensuke Usho qui fonctionne super bien. Vraiment, encore une fois, une masterclass du maître parce que ça rappelle vraiment les OST de Chainsaw Man, je trouve. Donc c'est très, comment dire, dans la retenue, dans le sens où c'est pas une musique que tu vas réécouter beaucoup en dehors de l'animé, mais c'est vraiment une musique de fond qui fonctionne super bien pour mettre dans l'ambiance de l'animé et sublimer les scènes qui sont déjà visuellement incroyables. Donc vraiment, Tengoku, le seul, allez, petit défaut que je peux dire, c'est la fin de la saison qui est un peu brusque. Moi, ça m'a pas trop gêné, mais c'est vrai que c'est quand même assez brusque. On a quelque chose d'important qui se passe à la fin de la saison, c'est pas ça le problème, c'est juste que cette chose se passe et après il y a un petit moment de discussion et hop, on repart à l'aventure et voilà. Alors après c'est peut-être aussi dur de placer la fin de la saison de Tengoku Tamaikyo par rapport au manga. Je sais qu'il y a eu quelques petits switches de chapitres qui ont été changés, interchangés, retirés, je sais pas trop, mais ça n'a pas été non plus case 1, case 2, case 3 suivi du début à la fin, ça a été un peu remodelé. Je trouve que c'est super bien fait d'ailleurs parce que ça se voit pas trop. Mais juste peut-être la fin de cette saison 1 aurait pu être intéressante autrement, je sais pas. Je connais pas la manga donc je peux pas dire, mais en tout cas, en anime je trouvais ça un poil brusque. Et maintenant, on va passer à mon top 3 avec Zom-San, qui est un anime de Bugs Films que j'avais déjà lu en manga en fait. Enfin en tout cas, tout ce qui se passe dans la saison 1 globalement, je l'ai lu en manga. Après je me suis arrêté parce que je sentais que l'anime allait arriver, elle allait être très bien. Et c'est le cas. C'est le cas parce que malgré ce que les détracteurs disent, parce que globalement les détracteurs ce qu'ils disent c'est que l'animé est toujours reporté un jour puis une semaine puis ça y est c'est l'animé il est trop nul, les conditions sont désastreuses etc. Faut savoir que c'est fait par des anciens de chez OLM. L'épisode 1 est une satire des conditions minables d'OLM qu'ils ont eu sur leur production à eux. Donc je pense pas que pour leur premier animé ils ont volontairement reproduit cette situation mauvaise qu'était chez OLM dans leur nouveau studio. Je pense plutôt par contre qu'ils avaient mal géré leur timing et du coup au lieu de sortir l'épisode et qu'il soit de mauvaise qualité, ils ont fait un jour de pause parce qu'il leur manquait 2-3 trucs, une semaine quand il leur manquait vraiment pas mal de trucs, et puis après ils ont pris une pause de plusieurs mois pour sortir les 3 derniers épisodes parce que ils étaient pas dans le timing. Et je préfère largement ça, un peu un truc à la 86 où ça a mis des mois à sortir à la fin, que vraiment ils terminent les épisodes crevés après un crunch ultime. Je préfère ça et je trouve que c'est une bonne décision du studio et donc pour moi c'est pas un problème. Alors évidemment je suis pas dans le studio donc ça se trouve il y a eu des gros problèmes et que malgré ça ça a été le crunch ultime, mais je pense pas. Je pense que s'ils ont décalé autant la fin, c'est justement pour éviter ce crunch. Peut-être que quand ils ont décalé un jour, une semaine, ils étaient en crunch et au final ils ont décidé d'arrêter le crunch. Bon, en tout cas ils ont décidé de l'arrêter. Et si après ces plusieurs mois c'est encore le crunch, là c'est vraiment très bizarre comme situation. Mais vraiment, en tout cas c'est une bonne décision d'avoir décalé les sorties au fur et à mesure au lieu de sortir l'épisode. Les gens ne se rendent pas compte avec cette position la chance qu'ils ont d'avoir ça en fait. Parce que c'est tellement rare que les animés soient décalés autant pas par la volonté du studio j'imagine. Parce que c'est pas la volonté du comité de production je pense de décaler autant les animés. Donc vous voulez vraiment remettre les points sur l'île sur ce sujet parce que je trouve que les gens se désinforment tellement sur pourquoi ça se passe en fait. C'est juste qu'ils ont peut-être mal choisi le timing parce que c'est un nouveau studio et qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de gérer un projet. Mais le fait de décaler ces dates montre qu'il y a l'envie de bien faire. Le fait d'avoir décalé ces animés et le résultat en tant que tel, je parle pas que du résultat graphique, mais aussi du résultat dans l'adaptation des vannes, les petits rajouts, montre que Shuto a vraiment voulu bien faire avec Zom-San. Et en même temps, c'est tout le thème de cet animé. Zom-San, c'est l'histoire d'un mec qui est un esclave du travail et qui va être libéré de ce dernier grâce à une invasion de zombies. L'épisode 1 est une masterclass du début à la fin au niveau de production. La suite est très bonne, un petit peu moins bien, mais c'est évident, c'est un épisode 1 incroyable. Et la suite, évidemment, elle paraît à poil fan, mais vraiment, c'est très bien pour la suite en fait. Et en fait, c'est tout ce que j'attendais du manga. La production est vraiment très bien, mieux que je pensais même quand ça a été annoncé. Les blagues sont super bien adaptées. On a vraiment ce voyage un peu initiatique, encore une fois, qui fonctionne très bien avec le concept de base. Concept très fun, qui je sais pas comment va évoluer dans le temps. C'est un peu le problème d'un concept comme ça, c'est qu'au début ça raconte pas mal de choses, mais est-ce que t'as assez de choses à raconter pour que ça dure 3, 4 saisons, 5 saisons, je sais pas combien de temps va durer l'animé. S'il y a une suite déjà, mais bon, je pense que l'animé a quand même eu un bon succès, notamment pour l'épisode 1, qui fait que les gens attendent cette série pour sur une saison 2. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller voir Zom-San parce que voilà, si vous aimez un peu les animés un peu post-apo,
et les animés un peu zombies, mais un peu série B, dans l'idée un peu moqueur, quoi, je pense que vous allez kiffer Zom 100. Et bah, tous les personnages sont super bien représentés. En fait, on sent qu'il y a une passion derrière cet animé. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, j'ai juste hâte de voir la suite, en espérant qu'elle soit adaptée. Et je vous conseille vraiment d'aller voir Zom 100. En tout cas, maintenant, on va passer à mon top 2, Trigun Stampede. Donc, Trigun Stampede, animé du studio Orange, qui est notamment connu pour faire Beastar et Useki no Kuni. Et donc c'est un sorte de reboot de Trigun, ça raconte l'histoire de Trigun d'une façon différente. J'ai pas vu la première série, je sais pas si je la regarderai tout de suite ou si je la regarderai, mais elle m'emballe pas plus que ça honnêtement quand je vois les efforts colossaux qui ont été mis sur Trigun Stampede. Alors sur Orange, c'est un studio que j'adore énormément, pour donc Beastar, j'avais vraiment aimé, mais surtout Oseki no Kuni, qui est vraiment la prod CGI de la Japanimation mieux réussie que j'ai vue, notamment parce que l'œuvre fonctionne très bien avec le fait d'être en CGI. Et pour Trigun Spin, c'est un cas différent. Je sais pas honnêtement si je peux la mettre aussi haut qu'Oseki no Kuni, mais d'un côté je peux la mettre aussi plus haut, parce que cette fois-ci c'est de la CGI qui est faite pour faire de l'animation réaliste, enfin en tout cas des personnages réalistes. Et je trouve ça techniquement plus fou. Je trouve ça techniquement plus fou parce que c'est vraiment d'une qualité incroyable, que ce soit les décors, les personnages, les mouvements, oh, c'est vraiment trop bien. L'animation réaliste en CGI a vraiment passé un cap avec cet animé, je pense. Et je vais vous citer directement mon épisode préféré, le 12e, le dernier de la saison. Vraiment un combat incroyable. C'est un épisode qui m'a marqué durant toute l'année, je pense. C'est mon épisode préféré de l'année. C'est visuellement incroyable et ça raconte trop de choses. C'est une expérience en fait, Trigun Stampede. Visuellement, c'est l'aboutissement des années d'amélioration en CGI de la Japanimation, avec un studio Orange qui, encore une fois, a prouvé que c'était les meilleurs dans ce domaine-là. Musicalement, c'est du génie. Ça fonctionne trop bien avec l'animé. Les personnages sont super intéressants. Les thèmes qui évoquent leurs conditions et les personnages en eux-mêmes, pareil, c'est du grand art. Vincent Pin, Meryl Streep, Nicolas, Roberto, Knive aussi, ils ont chacun une raison d'être vraiment impactante. Dès leur entrée en matière, vraiment, ils sont super intéressants. Et voilà, c'est un fresh reboot, comme on pourrait dire. Trop bien pour la série, ultra moderne. La suite va être adaptée. Je sais pas à quel point ça correspond au manga initial, parce que bon, Trigun de base, l'animé ne correspondait pas trop au manga. J'en sais rien, mais juste, c'est trop bien fait. Il y a aussi des prises de risques qui sont faites dans certains épisodes, notamment le passé de Nicolas. C'est un délire graphique incroyable. L'histoire est encore plus haletante, elle est encore plus marquante, elle est encore plus grande en fait. Elle est vraiment grande dans le sens où on a cette impression de grandeur. Parce que les bâtiments sont grands en fait. C'est bête, mais t'as l'impression que l'humain est petit en fait dans cette histoire. Il est petit et l'humain est fragile. Et quand on a un adversaire comme Mihawk Knife, 1 million de couteaux qui est en face de toi, et que tu es un humain et que tu vois tous ces gros bâtiments, c'est la fin du monde pour toi, c'est trop. Et voilà ce que je peux vous dire, vraiment, arrêtez de faire vos vieux à ne pas regarder Trigun Stampede. Si vous avez déjà vu Trigun, rematez Trigun Stampede. Arrêtez de faire les gens, ouais, la CGI, c'est nul dans Japanimation, nan. C'est la preuve que non. C'est la preuve que c'est mieux que la 2D dans énormément de cas. Quand c'est bien fait, franchement, production d'Orange en sont la preuve ultime. Mais Trigun Stampede, c'est vraiment la preuve que un anime qui peut être en 2D, qui a été en 2D, peut se faire malaxer par la CGI, et que franchement c'est l'avenir CGI. Désolé les gens qui aiment trop la 2D, mais il faut le dire. Ce que je veux dire, c'est que la CGI a vraiment une grande importance dans l'animation et qu'il faut arrêter de la négliger juste parce que c'est le cas. Même l'année dernière, Chainsaw Man, le top 1 avait une grande part de CGI dans son animé. Là, c'est vraiment un animé full CGI dans tous les sens du terme. Et en dehors de cette guéguerre de la CGI que je trouve assez marrante, assez ironique des fois, c'est un animé parfait et j'en attendais pas grand chose à la base de Trigun. Quand j'ai su que ça allait être adapté par Orange, j'ai commencé à m'y intéresser grandement, mais alors là, je m'attendais pas à prendre une claque comme ça quand même. Hein. Parce que passer après Useki no Kuni, après Beastar c'était plus facile, mais après Useki no Kuni quelques années avant, encore avant Beastar, qui était déjà une révolution, là on sent vraiment que les années sont passées aussi. Ça arrive à être dans la grandeur comme Useki no Kuni, mais avec des chara-design réalistes, et c'est une folie de faire ça. On va finir ce top 10 des animés de 2023 avec mon top 1, et avec donc ma plus grande surprise de cette année, et je vais donc vous citer Migi Dali. Oui, désolé, c'est pas Frieren, je vous le dis, j'ai drop. J'ai drop parce que j'avais trop de trucs à regarder, et j'ai
pas eu l'envie de continuer après le grand épisode, donc les 4 premiers épisodes en fait tout simplement. Et c'est pareil pour les autres séries que vous aurez pu imaginer en top 1, genre le carnet de l'apothicaire, c'est pareil. Ça j'ai même pas commencé pour vous dire, pareil pour d'autres quoi. Donc je pense que Dali dans le top 6 c'est vraiment l'œuvre la moins connue, et c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. C'est vraiment un gros coup de cœur cet animé, et qui est donc un animé de Geek Toys, qui provient du manga de Sano Nami, qui est la regrettée autrice de Sakamoto pour vous servir. Et donc oui, Sakamoto Desuga, je pense que vous connaissez peut-être de près ou de loin. C'est un anime qui a eu son petit succès quand même, et moi je l'ai vu, j'ai bien aimé par la suite. Et donc oui, c'est la regrettée autrice, parce qu'elle est décédée malheureusement cette année. Et donc quand j'ai vu ce trailer là, j'étais très intrigué. La production avait l'air particulière, dans le sens où on a ce côté peut-être un petit peu statique, mais ce côté un peu dans la folie de cet animé. Donc j'attendais vraiment pas mal, mais je pensais pas autant aimer cet animé. Globalement, on suit l'histoire de Migi et Dali, deux frères jumeaux, personne ne connaît vraiment, qui se font passer pour qu'un. Et c'est ça tout l'intérêt du début de la série, c'est qu'en fait, pour se faire adopter, ils vont s'appeler Itori et fusionner pour vivre chez les Sonoyama. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se partager les repas pour manger, pour vivre en fait, tout simplement. Et aussi, ils vont se partager les tâches quotidiennes, c'est-à-dire masser le dos du père, faire la tarte avec la mère. Vraiment avoir ce côté très particulier, vraiment, avec la musique, qui donne vraiment une ambiance, c'est à la limite chair de poule, qui vraiment m'a ultra marqué dans cet épisode 1, et qui m'a trop donné envie de voir la suite. Donc au début on se concentre vraiment sur ça, on se concentre pas sur l'enquête qui va suivre, on se concentre vraiment sur le fait d'être chez Sonoyama et de vivre chez Sonoyama, parce que ça aura une importance en fait tout simplement pour la suite de l'histoire. Et donc oui, cette enquête, on va en parler rapidement. Migi et Dai ont vécu avec leur mère dans leur temps d'enfance, mais elle est malheureusement décédée suite à un accident, et ils sont à la recherche du meurtrier, parce que globalement ça ressemble à un meurtre ce qui s'est passé, et ils profitent d'être chez les Sonoyama pour faire leur petite enquête, d'abord sur eux, puis après sur les habitants un peu de la ville d'Origon qui est assez particulière en ce qui concerne les habitants. Cette enquête qui va évoluer durant cette saison, c'est un anime qui va se finir en 13 épisodes, donc vraiment c'est bien parce que ça raconte toute une enquête, tout ce qui se passe, tout en 13 épisodes, donc vraiment c'est très court, c'est comme dans Sakamoto pour vous servir, c'est très rapide, et vraiment c'est trop bien du début à la fin. Les personnages qu'on rencontre sont tellement uniques chacun, la relation entre Migi et Dali aussi est très importante, l'ambiance musicale c'est une folie, la production a rien d'incroyable, un peu comme Sakamoto pour vous servir globalement, de toute façon c'est le même studio en fait tout simplement, mais elle fonctionne bien. Et pour le côté un peu fun, un peu mémique, je trouve que ça fonctionne aussi très très bien. Ça donne vraiment une ambiance un peu malaisante, mais c'est tout le but de la série. Vraiment trop bien. Et pareil, pour le coup, je peux pas vous en dire plus sans trop vous spoiler. Je veux juste vous dire que ça joue très bien sur les émotions en fait, et qu'il y a vraiment des épisodes qui sont dans les meilleurs de l'année en fait. Tout simplement plusieurs qui vraiment m'ont marqué de fou. Je pense notamment à l'épisode 9 qui est vraiment trop bien, et tout ce qui se passe par la suite d'ailleurs. C'est vraiment une fin formidable. Ça joue vraiment avec le côté malaisant hyper bien. C'est ce que devraient faire les œuvres un peu d'horreur, je trouve. Évidemment, c'est pas une œuvre d'horreur, hein. Plus ce que je dis, c'est que je trouve que ça joue avec le côté malaisant super bien. Il y a ce petit truc en fait qui fait que c'est une œuvre unique en fait, vraiment. Et voilà ce qu'on peut dire sur Migi et Dai. Je peux que vous conseiller. Alors c'est très particulier à rentrer dedans. Je pense que si vous aimez pas du tout l'épisode 1, c'est pas pour vous. Mais si vous avez aimé Sakamoto pour vous servir, je pense que vous pouvez que aimer Migi et Dai. C'est dans la même veine, mais c'est totalement différent à la fois. Et je trouve que c'est une meilleure réussite que Sakamoto pour servir pour mon cas. Et c'est vraiment ma surprise de cette année, parce que j'en attendais beaucoup, mais pas autant. C'est vraiment dommage que cette autrice soit décédée, parce que vraiment elle avait un talent fou. Voilà pour mon top de cette année. N'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. 2023 était une grande année. On verra si 2024 le sera tout autant. En tout cas, je trouve que l'animation chaque année arrive vraiment à se réinventer. Je trouve que c'est un médium qui a vraiment encore du temps devant lui. De par ses possibilités infinies et de par ses croissances, j'ai l'impression que ça peut atteindre des sommets qui ne sont pas encore atteints. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans l'animation. Et Stop 2023 en est la preuve vivante. C'est-à-dire qu'on peut faire de tout et marquer la même personne, c'est-à-dire moi. J'espère que vous aussi, vous avez été marqué par cette année, et j'espère que ça sera pareil pour l'année prochaine.